Puis corrigé de l'introduction sur le sujet suivant. La culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Première remarque, il y a des élèves qui n'ont pas fait le bon sujet et qui ont traité la nature permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Bah ça peut pas être plus de la moyenne quoi. Forcément, si c'est pas le bon sujet, c'est pas le bon sujet. Il y a en gros deux défauts, un grave et un moins grave. Le défaut le plus grave, c'est l'absence de problématisation. Il y a des élèves qui n'ont pas formulé de problème. Or, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, sans aucun doute, dans une introduction de dissertation. Un problème, c'est la réponse contradictoire qu'on va donner à la question du sujet. La question était, la culture permet-elle aux êtres humains de se distinguer? Le problème, c'est on a envie de dire à la fois oui et non. Et le problème en tant que tel, c'est précisément la justification argumentée et parfois même exemplifiée de ces arguments. Pardon, de cette question. Okay. Donc, premier défaut, défaut impardonnable à ce stade de l'année, je dois le dire. Hein. C'est pour ça que j'ai été un peu plus sévère parfois dans la notation. C'est quand il n'y a pas de problème. Il y a juste l'analyse du sujet et pas de problème. Le deuxième défaut, qui est un peu embêtant à ce stade de l'année aussi, mais qui est moins embêtant, c'est vraiment des problèmes de rédaction. Alors, bon, il y a les problèmes de syntaxe, de vocabulaire et d'orthographe. Ok, ça c'est des problèmes de français. Mais il y a un problème de philosophie. Et ce problème, c'est quand vous ne faites pas de lien logique entre les différentes notions du sujet. Ce que je voulais vous voir, en fait, c'est comment vous alliez relier la notion de culture et la notion de distinction. C'est ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'a très bien fait Léna. C'est elle qui, dans la classe, l'a fait le mieux. Et simplement, c'est ça un texte. Un texte, le mot texte a la même racine que le mot tissu, ce qui est tissé. Un texte, c'est ce qui est, vous savez, le mot texture, de la même manière. Un texte, c'est ce qui est tissé, c'est-à-dire c'est ce qui fait des liens. C'est ce qui est, en fait, un réseau de liens entre différentes parties. Et c'est ce qu'il faut faire, non seulement en philosophie, mais dans tous les textes que vous aurez à rédiger plus tard. Il faut qu'un texte, ça soit un tout. Il faut que ça soit quelque chose de cohérent. Il faut qu'on passe d'une phrase à l'autre sans qu'on se demande pourquoi. Et donc, toutes les copies qui partaient d'une bonne intention, mais qui me disaient, dans un premier temps, on va définir ça. Voilà ce que ça veut dire. Puis, dans un deuxième temps, on va définir ça. Voilà ce que ça veut dire. Bah, vous faites tout le contraire. Vous prenez des parties et vous dites il y a ça d'abord et ça ensuite. Mais pourquoi? Il n'y a pas de lien logique entre les deux. Or, c'est assez facile à faire. Okay, on peut commencer, et là je vais vous dicter, on peut commencer l'introduction de cette manière-là. Les êtres humains, ouais, il faut le noter. Quand je parle lentement, vraiment comme si j'avais un gros retard mental, c'est le moment de noter. Les êtres humains vivent dans des sociétés aux cultures
différentes. Les êtres humains vivent dans des sociétés aux cultures différentes. Qu'est-ce que j'ai fait en une phrase? J'ai lié la notion de culture à la notion de distinction, de différence. Les êtres humains vivent dans des cultures différentes. Ces différences sont souvent mises en avant non seulement ces différences sont souvent mises en avant non seulement pour mettre en avant des identités particulières, non seulement pour affirmer des identités particulières, mais pour en affirmer la supériorité. Se distinguer, c'est en effet se différencier activement d'un autre groupe par rapport à un critère commun. Mais c'est aussi affirmer sa supériorité. Mais c'est aussi affirmer sa supériorité en raison de cette différence. C'est ainsi qu'on se comporte avec distinction. C'est ainsi qu'on se comporte avec distinction. Si la culture permet aux êtres humains de se distinguer, si la culture permet aux êtres humains de se distinguer,
c'est d'abord entre eux, c'est d'abord entre eux qu'elle le fait. Entre eux qu'elle le fait. Chaque groupe fait vivre son identité en instaurant des normes sociales. Quand je dis social, c'est au sens large, si vous voulez. Ça va des bonnes manières aux croyances religieuses, en passant par le goût artistique, etc., etc. Quitte parfois, au risque parfois, si vous préférez, d'écraser, au risque parfois d'écraser les singularités individuelles. Parfois d'écraser les singularités individuelles. Willem. Ah bon, c'est qui? C'est derrière. C'est le zouave de derrière. Au risque donc d'écraser les singularités individuelles et de provoquer des conflits avec d'autres cultures. Et de provoquer des conflits avec d'autres cultures. Et de provoquer des conflits avec d'autres cultures. Et là, Willem, c'est pas vous. Mais vous alliez. C'est comme dans Minority Report. Mais d'un autre côté, avec d'autres cultures. Mais d'un autre côté, l'appartenance à une culture, l'appartenance à une culture est ce qui fonde Amine, est ce qui fonde notre appartenance à l'humanité. Je pense que là, on peut pas dire que vous n'auriez rien fait. Non, c'est un truc que j'ai fait avant le cours. Ok. Je pense qu'il vaut mieux pas que je le voie, effectivement. Autrement dit, c'est par la culture que l'être humain se distingue de l'animal.
c'est par la culture que l'être humain se distingue de l'animal, et peut-être même de l'animal qui est en lui. D'où ce problème. Donc là, je résume à grands traits. Ce qui rassemble l'humanité est aussi ce qui la divise. Ce qui rassemble l'humanité est aussi ce qui la divise. Fin de l'intro. C'est tout ce qu'on avait fait sur la culture. On avait simplement fait l'introduction, il me semble. On n'avait pas lu de texte. Ok. Alors, on attaque la première partie. Grand 1. Peut-on encore parler de nature humaine? Peut-on encore parler de nature humaine? Point d'interrogation. Peut-on encore parler de nature humaine? Est-ce qu'on vous a parlé de la théorie de l'évolution, de la sélection naturelle de Darwin en cours de SVT? En cours d'histoire aussi. Ok, très bien. Alors, la raison, ne notez rien pour le moment, simplement écoutez-moi. La raison principale pour laquelle le concept de nature humaine est entré en crise ces dernières années, et en particulier depuis le milieu du 19e siècle, ce sont les travaux de la biologie évolutionniste et en particulier de la biologie darwinienne. Alors je ne sais plus exactement quand Darwin publie L'origine des espèces, il me semble que c'est dans les années 1840. Je vérifie ça tout de suite. Peut-être un peu plus tard en fait. Darwin, L'origine des espèces. C'est 1859. Exactement 1859. Donc Darwin va publier un ouvrage qui s'intitule L'origine des espèces. Quelle est la thèse fondamentale de cet ouvrage? La thèse fondamentale, c'est que de Darwin, c'est donc que toutes les espèces vivantes ont une origine commune, ont un ancêtre commun, une ancestralité commune. Et donc toutes les espèces organiques vivantes euh, descendent en réalité du même ancêtre. Alors comment expliquer la différence entre les espèces, dit Darwin? Cette différence s'explique par deux processus. Le premier processus, c'est un processus qui est totalement aléatoire et surprenant. C'est des mutations génétiques qui vont se développer chez certains individus d'une espèce et qui vont constituer un avantage adaptatif qui sera transmis aux générations futures et qui vont conduire à produire une nouvelle espèce ou une nouvelle race. Alors il y a un exemple, je ne sais plus si c'est Darwin qui le prend explicitement, mais il me semble que oui.
il y a, il parle d'une espèce de papillon qui est génétiquement, en fait, statistiquement, majoritairement blanche en Angleterre. Ok. Et pendant très longtemps, les individus qui développaient une anomalie génétique qui faisait que leurs ailes étaient foncées, noires, euh, survivaient avec beaucoup plus de difficultés parce que un papillon noir était beaucoup plus facilement détectable qu'un papillon blanc sur la neige, ok, qu'un de ses cousins blancs en fait. Ok. Et donc les noirs se faisaient beaucoup plus bouffer par les prédateurs de papillons, à savoir les oiseaux. Et on se disait, on s'est dit pendant très longtemps, et on devrait se dire aussi, enfin, que le papillon aux ailes noires était moins bien adapté à son environnement. Sauf que au XIXe siècle, il va y avoir le début des industries au charbon, ok, que les cheminées d'usines vont commencer à dégager des fumées noires, que cette fumée va retomber sur la neige et que la neige va devenir noire. Et là, quels sont les papillons qui vont le mieux survivre à ce nouvel environnement? Les papillons qui ont des ailes noires. Et donc c'est comme ça qu'on peut expliquer vraiment le processus d'adaptation. Pour Darwin, l'adaptation d'une espèce, la survie de ce qu'on appelle à tort le plus fort en français, mais en fait c'est pas le plus fort, c'est le mieux adapté. La survie du mieux adapté, elle dépend de l'environnement. Qu'est-ce que c'est? Euh, Est-ce qu'un tyrannosaure c'est plus fort qu'un moustique? Ouais, c'est plus fort, mais peut-être pas plus puissant. C'est c'est plus fort, c'est plus puissant. Non. Jusqu'au jour où une météorite s'écrase dans un désert du Mexique, provoque une extinction de masse, et à la fin, c'est le moustique qui va bouffer le tyrannosaure. Parce qu'il sera mieux adapté à son environnement que le tyrannosaure qui a besoin de, je ne sais pas, 1 tonne de viande par semaine pour survivre. Quand il n'y a plus de viande, quand il n'y a plus rien à manger, le tyrannosaure disparaît. Et c'est le moustique, la puce, qui reste. Okay. Donc, ce que je veux que vous reteniez, de Darwin, c'est ces deux idées de mutation aléatoire et de sélection naturelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, au fond, si nous avons tous un ancêtre, si toutes les espèces organiques ont un ancêtre commun, ça veut dire qu'il n'y a que des différences de degrés entre les animaux et nous. Nous sommes des cousins très éloignés, mais nous sommes quand même des cousins. Vous connaissez cette expression qui est fausse, cette idée qui est fausse, que l'homme descend du singe chez Darwin? C'est faux. Mais le singe et l'homme pour Darwin descendent d'un ancêtre commun. Okay. Et ça va bouleverser complètement notre représentation de la nature humaine parce que pendant très longtemps, c'est ce qu'on appelle le créationnisme. Pendant très longtemps, on a cru que le créateur avec un grand C, à savoir Dieu, avait créé les espèces telles qu'elles sont, telles qu'elles existent aujourd'hui. Or, ce qu'on a pu découvrir au XVIIIe et au XIXe siècle, à l'aide de squelettes qu'on a pu retrouver, c'est qu'il y a des espèces qui ont disparu aujourd'hui, et il y a des races humaines qui ont précédé l'Homo sapiens sapiens, qui ont coexisté avec lui, et dont l'Homo sapiens sapiens est issu. L'Homo erectus en particulier, ou l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal et l'Homo sapiens sapiens ont un ancêtre commun, qui est, je crois, l'Homo erectus. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis vraiment pas un spécialiste de ces sujets-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre
au fond, euh, un, on peut faire un arbre de famille, je ne peux pas le dire autrement, on peut faire un arbre de famille des espèces vivantes sur Terre. Un arbre généalogique, si vous voulez. Où, d'une certaine manière, toutes les espèces vivantes ont leur place. C'est choquant et c'est problématique à certains égards parce que on va avoir tendance aujourd'hui, en particulier, vous avez le mouvement antispéciste, qui est une sorte de cousin germain du mouvement vegan, qui va consister à dire qu'au fond, il n'y a plus aucune différence euh, entre, je ne sais pas moi, un lapin et un être humain. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger le lapin, ou il ne faut pas manger le bœuf. Mais Darwin ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre un chimpanzé et un être humain, ou entre une vache et un chimpanzé. Il dit qu'il y a des différences de degrés, et ces différences sont importantes. Euh, les, la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution, va être confirmée, corroborée par la découverte de l'ADN dans les années, il me semble, dans les années 50. Et on va se rendre compte que, c'est ce qu'on va appeler la phylogénétique, on va se rendre compte que en traçant le code génétique d'une espèce, on peut faire sa généalogie. Autrement dit, on peut déterminer à combien de degrés on est cousin avec, je ne sais pas moi, le cheval, la baleine, etc., etc. Simplement par le traçage de l'ADN. Je crois que on partage 98% ou 99% de notre ADN avec le chimpanzé. Est-ce que ça veut dire que le chimpanzé est un être humain à 99%? Je vous pose sincèrement la question. Quand vous voyez un chimpanzé, est-ce que vous voyez 99% d'un être humain? Non. C'est-à-dire que le problème de ce que peut dire Darwin, la manière dont on peut l'interpréter, c'est qu'il n'y a que des différences quantitatives entre les espèces. Or, il est évident qu'il y a des différences qualitatives et que un chimpanzé et un singe, c'est pas simplement une différence de degré, ou si c'est une différence de degré, c'est aussi une différence qui est qualitative. C'est pas le même genre de vie, c'est pas le même type de vie, ce n'est pas le même type de personne, pour le dire encore autrement. Un être humain est une personne, un chimpanzé n'en est pas une. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Ok. Alors, petite synthèse là-dessus. Vraiment, je vais aller relativement vite, hein. J'ai beaucoup parlé. Donc, si l'idée de nature humaine est en crise aujourd'hui, ouais, ça va prendre quelques lignes, hein. Non, non, 2, 3, 3, 4, allez peut-être. Si l'idée de nature humaine est en crise aujourd'hui, c'est en grande partie je vais vous séparer tous les deux maintenant. Il y en a un qui va là, près du radiateur, et l'autre qui va là, près de moi. Allez, on bouge. Vous aussi, là. Allez. Si donc l'idée de nature humaine est en crise aujourd'hui, c'est en grande partie à cause des avancées. C'est en grande partie à cause
des avancées de la biologie évolutionniste. C'est en grande partie à cause des avancées de la biologie évolutionniste. Dans l'origine des espèces, c'est un titre d'œuvre que vous soulignez, dans l'origine des espèces, Charles Darwin, D-A-R-W-I-N, développe l'hypothèse selon laquelle toutes les espèces vivantes partagent une ancestralité commune. La découverte de l'ADN au début des années 1950, donc un siècle après, la découverte de l'ADN au début des années 50 et le développement de la philo avec un Y et le développement de la phylogénétique. La phylogénétique, c'est la branche de la génétique qui étudie justement les divergences entre les espèces, les embranchements en fait, où un ancêtre commun va donner lieu à deux espèces différentes ou à une nouvelle espèce. En gros, vous avez plusieurs manières dont les espèces apparaissent. Il y a le truc classique, si vous voulez, vous allez avoir une espèce qui va donner lieu à une variation. Okay. L'ancienne espèce va continuer à exister, si vous voulez, en tant que telle, et il va y avoir une nouvelle variété au sein de l'espèce qui va créer une nouvelle espèce, qui va finir par créer une nouvelle espèce. Vous avez ce type d'embranchement-là où une espèce commune va donner lieu à deux nouvelles espèces, si vous voulez, et disparaître en tant que telle. Okay. Alors, donc la phylogénétique, philo, ça vient donc du grec phylon, qui veut dire tribu ou famille. La découverte de l'ADN au début des années 50 et les développements de la phylogénétique vont corroborer cette idée de Darwin. Vont corroborer, c'est-à-dire vont renforcer. Ça ne veut pas dire confirmer ou valider, mais ça veut dire que ça va aller dans le sens de Darwin. Corroborer, C-O-2-R-O, B-O-R-E-R. C-O-2-R-O, corro, B-O-R-E-R. Ça va corroborer donc l'idée de Darwin. Il faut donc comprendre qu'il y a une rupture
historique. Au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, l'idée d'une essence humaine éternelle n'était pas invraisemblable. D'une essence humaine, de quelque chose qui serait absolument universel, éternel. L'idée que l'espèce humaine est là depuis la création du monde. Ouais. Comme un politicien de base, j'ai un peu exagéré. C'est pas pour tout de suite le déconfinement. Alors, qu'est-ce que je disais? Que disais-je? L'idée d'une essence humaine universelle et éternelle n'était pas invraisemblable. Elle est inenvisageable aujourd'hui, et là, promis, c'est bon, on a fini de noter. Elle est inenvisageable aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant en particulier, c'est que Darwin va provoquer des gigantesques scandales en Amérique où vous avez des chrétiens qui ont une lecture littérale, au sens premier, du récit de la Genèse. Et ce sont les évangéliques et les baptistes. Et ça va très très mal se passer, enfin, ça va être très très difficile dans certains coins des États-Unis d'enseigner la théorie de l'évolution. Et en fait, jusqu'à maintenant, hein, jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant, euh, les, euh, les chrétiens très religieux, les évangéliques en particulier, vont admettre Darwin, si vous voulez, mais ils vont dire, en fait, l'évolution, c'est une planification divine. Il y a un plan derrière l'évolution, et ce plan devait aboutir à la création de l'espèce humaine, de l'Homo sapiens sapiens. Et en fait, maintenant, c'est l'objet d'un débat très intense aux États-Unis, non pas pour ou contre Darwin, mais au sein de Darwin, est-ce que Dieu a voulu l'évolution? Est-ce qu'il a planifié l'évolution? Ou est-ce que tout ça est lié au hasard, est dû au hasard? Ça va pour tout le monde? Pas de questions là-dessus? Parce que généralement, il y en a. Non? Ok. Alors, donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a plus d'état de nature. On ne peut plus envisager un monde dans lequel l'être humain aurait été un être purement naturel, sans culture, sans société. Et ça aussi, ça s'est vérifié, si vous voulez, quand on s'est mis à pouvoir faire, quand on a eu les moyens technologiques de faire des fouilles beaucoup plus approfondies, beaucoup plus soigneuses, et on s'est mis à découvrir des squelettes d'homo, c'est-à-dire de membres de l'espèce humaine sur le plan phylogénétique justement, et on s'est rendu compte que même l'Homo habilis qui vivait il y a des dizaines de milliers d'années, attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises là non plus parce qu'on parle de chiffres très importants. Homo habilis, je me demande si c'est même des centaines de milliers d'années. Oh là là, ok, c'est 2,3 et 1,5 millions d'années. Millions d'années. Okay.
C'est comment vous dire? L'espèce Homo sapiens a 200 000 ans. Ça fait que 200 000 ans que nous existons en tant qu'espèce. Eux, ils ont duré euh, plus d'1 million d'années. Donc 5 fois plus longtemps que nous. Alors, ce qu'on a découvert chez l'Homo habilis, c'est que l'Homo habilis, il était justement habilis, c'est-à-dire habile. Il était capable d'utiliser des instruments, d'utiliser ou d'improviser des armes. Et ça, on va dire que même chez le chimpanzé le plus intelligent du monde, on ne le voit pas. Autrement dit, ce qui va caractériser l'espèce Homo dès le départ, c'est que c'est un être de culture, alors que le chimpanzé, dans son habitat naturel, c'est un être de nature. La nature humaine est culturelle et elle est de part en part culturelle. Mais alors, quel sens on peut donner au terme de nature et d'état de nature par rapport à l'état social? Qu'est-ce qui est naturel chez nous? Genre quoi? La science, L'essence. l'essence. Ah, oui, effectivement. Ça, c'est naturel. Ça, c'est parfaitement naturel. Encore que, alors c'est un cliché de super-héros, mais on sait aussi que les aveugles vont développer une ouïe plus importante, si vous voulez, euh, que les voyants. Autrement dit, il y a une part, en fait, peut-être culturelle, en tout cas, une part qui peut être entraînée dans la sensibilité, ouais, tout à fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est naturel? C'est-à-dire tout ce qui est anatomie, morphologie. On est d'accord, effectivement. Ça, c'est le biologique. Euh, c'est tout ce qui relève effectivement de la physiologie, de l'anatomie, de notre squelette, en gros, de notre densité musculaire, quoi. Ça, c'est naturel, effectivement. Et donc, on comprend aujourd'hui que ce, ce qu'il y a de naturel, en réalité, on le comprend aujourd'hui comme ce qu'il y a de biologique. C'est ce qui est biologique en nous. La nature est réduite à la part biologique de notre corps. Ce qui est culturel, c'est tout ce qui n'est pas justement biologique. Or, c'est très vaste d'une certaine manière, et on ne peut pas savoir où commence vraiment le culturel et où finit le naturel. Je vais vous prendre un exemple dont va parler Claude Lévi-Strauss dans un texte qui est très important qui s'appelle « Les structures élémentaires de la parenté ». On a tous été petits, on s'en souvient tous probablement, la plupart des enfants ont peur de l'obscurité. Quand on enferme un enfant dans une pièce dans le noir, ils ont peur. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont peur? Donc on pourrait se dire c'est naturel, c'est biologique. C'est de l'ordre du biologique, c'est la peur de l'inconnu. On pourrait même faire l'hypothèse, et c'est ce que va faire Lévi-Strauss, on pourrait même faire l'hypothèse d'une peur qui est encore plus fondamentale, qui nous ramène à l'origine de notre espèce. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Il y a 100 000 ans. Les prédateurs, et oui, c'est la nuit que les prédateurs sortent. Et comment est-ce qu'on va dormir? Comment est-ce qu'on dort en sécurité euh, à l'origine, si vous voulez, de notre espèce? Autour du feu. Et donc, si un enfant réclame une veilleuse pour dormir, peut-être que, d'une certaine manière, il va se rappeler d'une manière quasi animale de la manière dont on dormait il y a des centaines de milliers d'années. Ok. Quoi d'autre? Quelle est l'explication peut-être de notre peur de l'obscurité? Parce que c'est une explication plausible, l'explication biologique, c'est une explication plausible. Ouais, mais est-ce qu'il va nous arriver quelque chose?
Dans quel monde il nous arrive quelque chose dès que les lumières s'éteignent et que la nuit tombe? Hein? Non, non, c'est dans les films. Exactement. Et donc, c'est ce que va dire Lévi-Strauss. Si l'enfant a peur dans le noir, c'est peut-être parce que ça, il parle de la nourrice, c'est Locke qui en parle en fait. C'est peut-être parce que notre mère nous a raconté des histoires où l'ogre, le vampire, le loup-garou, les sorcières, bah, ça vit la nuit tout ça, hein. Et c'est pour ça qu'on a peur de la nuit. C'est parce que tout ce qu'on nous raconte de terrifiant se passe dans l'obscurité. Qu'il y a une dimension symbolique de la nuit, si vous voulez, qui fait peur. Qui fait peur. Et donc, dit Lévi-Strauss, il y a certains comportements où on ne sait pas si c'est naturel ou si c'est culturel. Est-ce que ça va, ça? Ça sonne à quelle heure? Ok. 48 pile poil? Ok. Alors, je vais vous libérer à l'heure fatidique, effectivement. On en est à peu près à la moitié du programme. Simplement pour que vous ne soyez pas largués.